Merci beaucoup, merci Anne. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par les remerciements, avant de ne pas oublier les personnes les plus importantes. Donc bien sûr, d'abord merci à Anne Sauvager, à toute son équipe pour cette amicale invitation et l'organisation de cette journée que je trouve assez remarquable. Merci beaucoup au Dr Rothermel d'avoir, je ne sais pas où tu es, d'avoir accepté d'intervertir nos présentations. C'est vraiment très sympa pour que je puisse rentrer pas trop tard à Bordeaux. Et également, merci à vous pour votre attention tant qu'elle est encore là. Et je vais donc vous parler de manière le plus pratico-pratique possible, telle que suggérée par Anne Sauvager, de la place de la RTMS que l'on envisage dans le traitement de la dépression résistante et des troubles anxieux complexes au Centre de référence régional des pathologies anxieuses et de la dépression de Bordeaux, où je suis clinicien en tant qu'MCUPH. Alors bien sûr, j'ai des liens d'intérêt en fait assez limités, mais en lien avec cette présentation, j'ai bu des cafés dans des réunions scientifiques de Janssen et Livanova. Et peut-être le lien d'intérêt le plus important, c'est mon lien d'intérêt scientifique, parce que je suis chercheur dans une unité INSERM qui traite des biomarqueurs de l'anxiété et de la dépression. Et donc je suis peut-être plus empreint de cette influence que de celle des labos. Mais c'est dit. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? On en a déjà parlé ce matin. Vous connaissez certainement cette grande étude américaine STAR*D dans les troubles affectifs et ici dans la dépression. Cette étude a confirmé à large échelle quelque chose que nous connaissions déjà bien en clinique et que nous rencontrons au quotidien. C'est la non-réponse au traitement de première ligne dans un certain nombre de cas. Donc vous voyez ici, je vais peut-être m'asseoir pour vous montrer les diapos. Sur ce graphe ici, sont montrés les taux de rémission à chaque ligne d'antidépresseurs dans le cadre de la dépression unipolaire tout venant. Donc on a une chance un petit peu plus élevée que 25% d'être en rémission à la première ligne. Et l'escalade vers le bas commence à ce moment-là. Deuxième ligne, on est à une chance sur 5, etc. Et ça dégringole. Donc en fait, on retombe sur cette règle médicale un peu classique de 1 cas sur 3. Un cas sur 3 de la dépression unipolaire, c'est vrai aussi des troubles anxieux, vont être résistants au traitement conventionnel. Et ce sont ces personnes, comme dans les centres dont on a déjà parlé, que nous recevons dans un centre tertiaire de référence qui travaille en réseau avec des psychiatres et des médecins généralistes qui nous adressent ces personnes pour avis. Alors, d'abord, qui sommes-nous? On est une équipe qui s'est étoffée ces derniers temps. Voilà une vue du ciel de notre centre hospitalier qui, lui, n'est pas rattaché au CHU à Bordeaux, donc on est juste à côté. C'est le centre hospitalier Charles Perrins, donc on est, nous, là où le petit losange, là, le petit ovale, pardon, est indiqué. Et notre équipe est constituée, peut-être par ordre d'importance, d'une secrétaire, qui, elle, organise vraiment tout notre travail, d'une infirmière, d'une neuropsychologue, et après gravite autour de ces gens des médecins, donc 3 PH, nous sommes 2 HU statutaires, donc c'est le service dirigé par le professeur Bruno Awizerat, un chef de clinique, 2 internes et des externes, comme dans tout service. Notre activité, en quelques chiffres, c'est environ, quasiment exactement 200 demandes reçues par an, parmi lesquels nous réadressons environ 20-30% pour des raisons de mauvaise orientation ou simple avis téléphonique pour un diagnostic ou un changement médicamenteux. Pour le reste, pour les 160 prises en charge, nous allons mettre en place une évaluation dont on a un petit peu touché les grands principes déjà et qui se passe de la façon suivante. Donc j'en ai profité pour mettre une photo de notre joli pôle, le pôle de psychiatrie générale et universitaire qui a été inauguré l'an dernier. Donc on a la chance aussi de travailler dans de très bonnes conditions matérielles à Bordeaux et je continuerai d'en dire quelques mots après. Donc le bilan, il est assez classique, mais comme nous avons la chance d'avoir ces moyens, nous avons aussi la chance d'avoir du temps à passer avec nos patientes et nos patients, qui permet une évaluation clinique exhaustive, assez longue. Typiquement, ce sont nos internes qui reçoivent les patients en première intention, passent 4-5 heures parfois à décortiquer l'histoire, non seulement médicamenteuse, pour savoir où on en est, mais également la biographie et l'anamnèse personnelle qui, vous le verrez aussi, oriente éventuellement la psychothérapie qui doit aller avec. Donc il y a une évaluation psychométrique assez scientifique qui va avec cela pour se donner des espèces d'échelles de départ, puisqu'on va traiter certainement après. Une évaluation paraclinique selon les recommandations internationales, et on veille à faire
la plupart du temps, une IRM cérébrale, à faire en ambulatoire une IRM cérébrale. Et lorsque c'est indiqué, une évaluation neuropsychologique. Là, on est plus dans des recherches de troubles neurocognitifs, de troubles neurodéveloppementaux, etc., qui, je pense, vous le rencontrez dans cette pratique aussi, plutôt le lot commun que l'exception. Donc, à l'issue de tout ça, on va avoir en fait identifié l'histoire de soins de cette personne, les pseudo-résistances, les facteurs d'entretien et les leviers thérapeutiques, qu'ils soient médicamenteux ou non médicamenteux. Situation complexe égale avis pluridisciplinaire, donc on se réunit 2 à 3 fois par semaine de manière pluriprofessionnelle et chaque décision est entérinée par un staff qui fait l'objet d'une restitution, j'ai marqué seniorisée, car nous veillons à mettre en face des patientes et des patients qui font appel à un centre expert, DPH, MCUPH, PUPH, en plus des jeunes cliniciens qui les reçoivent, afin de donner un cadre également sécurisant sur le plan de la relation. Et alors, les gens viennent nous voir et nous sont adressés pas seulement pour qu'on leur dise « bon, il faut passer à un IMAO », mais aussi parce que nous sommes désormais un centre qui propose de la psychiatrie interventionnelle. Donc, en premier lieu, l'eskétamine, depuis son ATU. Donc ça, c'est une activité qui attire beaucoup la population et à bon escient en situation de dépression résistante, mais également les thérapies de neuromodulation qui nous réunissent aujourd'hui, au premier rang desquelles les ECT, en pratique depuis bien longtemps, mais également dans le cadre du protocole de recherche présenté par Chantal Henry, la VNS, et je vais vous parler un petit peu de la RTMS aujourd'hui. Alors, c'est très provincial comme présentation, comme tu me l'as demandé, Anne. Donc voilà notre institut de neuromodulation à Bordeaux. J'avais mis cette photo à titre documentaire, mais aussi humoristique, en pensant que Chantal Henry allait nous montrer un institut flambant neuf, complètement construit. En fait, je réalise que nos travaux sont plutôt mieux avancés qu'à Paris. Donc voilà à quoi ressemble notre pièce de RTMS actuellement. Nous avons veillé à avoir suffisamment de lumière et d'espace aussi pour combiner ce confort, cette approche non médicamenteuse. Et alors, si vous faites appel un peu à votre imagination, voilà à peu près à quoi ça va ressembler dans 2 semaines, avec l'installation d'un stimulateur à haute fréquence qui est un Mac Pro X100, permettant à la fois du soin courant, mais aussi des protocoles de recherche. Et ça, je vais vous en dire aussi quelques mots, parce que cette machine, en fait, est capable de monter jusqu'à 100 Hz de stimulation, ce qui nous intéresse beaucoup dans différentes situations. Alors, restons sur le pratico-pratique. Nous avons un petit peu pris le parti, dans un premier temps, de commencer à baser notre activité sur la dépression résistante en collant aux anciennes recommandations de la FDA, c'est-à-dire d'essayer d'aller activer un petit peu plus le cortex préfrontal dorsolatéral gauche, ce de manière neuronaviguée, pour cibler précisément le site d'intervention, et en appliquant un protocole de stimulation plutôt classique à 10 Hz, de manière répétée, quotidien, pour 4 semaines, c'est-à-dire 20 séances. Probablement, on va switcher assez rapidement sur des protocoles de TBS intermittents pour aller plus vite, pour être tout aussi efficace. Mais se pose toujours la question de l'entretien, et là, on est dans les avis d'experts. Probablement, on fera au cas par cas. Je parle qu'au futur, parce qu'à Bordeaux, nous n'avons pas encore commencé cette activité. Alors, une autre question que le professeur Goyer a posée ce matin, et elle est celle de l'articulation de ces différentes lignes thérapeutiques. Donc, ça s'articule un petit peu dans tous les sens, mais schématiquement, la façon dont on pense intégrer la RTMS dans le soin, ce sera de cette manière. Donc si les personnes n'ont pas eu l'une de ces thérapeutiques, à la fois en termes d'efficacité, d'accessibilité et de coût, il nous semble tout à fait licite de commencer par proposer de la RTMS dans la dépression résistante, en plus du reste de l'accompagnement. Viendra ensuite l'eskétamine. Évidemment, ça nécessite une supervision. C'est cher, c'est pas si cher en réalité pour un établissement de santé, mais ça nous est toujours opposé comme étant un surcoût important. Les ECT qui devraient peut-être venir en premier dans cette diapo, mais qui, de nouveau, pour des problèmes d'accessibilité, mais aussi d'acceptabilité, ne sont jamais une prise en charge triviale à mettre en place. Et enfin, la VNS arrive en dernier car protocole de recherche, moins de preuves d'efficacité et également une moindre accessibilité. Dans le cadre de ce protocole, on a un objectif par centre d'inclure 6 ou 7 patients. Mais on est en mesure maintenant de se dire on ne s'arrête pas aux ECT, on peut aller encore plus loin, ce qui est une bouffée d'oxygène aussi pour les équipes. Donc ça, ce sera le soin courant ou le soin de recours.
Sur des choses un petit peu plus... on peut parler de prise en charge compassionnelle, un petit peu comme en oncologie, mais dans le trouble obsessionnel compulsif, on dispose de moins d'évidence de l'efficacité de la neuromodulation. Toutefois, il y a quand même de bonnes raisons de croire qu'en stimulant l'aire motrice supplémentaire, de manière neuronaviguée, sur un protocole plutôt inhibiteur, on peut aider les patientes et les patients en situation ultra-résistante. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que la stimulation du cerveau résout tous les problèmes. Ça s'accompagne d'une pharmaco et d'une psychothérapie, mais nous serons en mesure de le proposer lorsque cela nous semblera licite, en accord et en discussion avec les personnes qui nous font confiance. Donc ça, probablement, ce sera notre quotidien durant les prochaines semaines, prochains mois. En pratique, une unité d'hospitalisation à temps complet d'une dizaine de lits ouvre également cette année. Donc on imagine intégrer plus volontiers cette prise en charge intensive à l'hospitalisation des personnes ou en ambulatoire aux personnes qui n'habitent en fait pas trop loin. Donc ce sera du soin courant, mais ce ne sera pas que du soin courant. Même si c'est une présentation provinciale, je ne peux pas m'empêcher de parler un petit peu de recherche. Alors la recherche, elle est volontiers en réseau et nous sommes heureux de participer au PEPR ProPsy qui a au moins deux objectifs qui sont presque les marronniers aux États-Unis, mais qui sont des choses un petit peu nouvelles en France, qui s'articulent en deux axes. La neuromodulation intensive pour aller plus vite dans le temps et pour peut-être gagner en efficacité. Donc ça, c'est le protocole de Stanford qui consiste en 10 interventions de Theta Burst Stimulation quotidienne pour 5 jours. Et dans leur étude initiale, qui est répliquée dans une étude randomisée à plus large échelle, on voit une décroissance extrêmement impressionnante et rapide de l'intensité des symptômes dépressifs. Bon, ça c'est une étude initiale, mais jusqu'à la résolution quasi intégrale et presque magique des symptômes après 5 jours de stimulation, et qui en fait se maintiennent un petit peu dans le temps. Donc ça, c'est extrêmement prometteur pour les personnes qui sont depuis des mois, des années en situation de résistance. Et ça a été répliqué chez des personnes en situation de résistance légère. L'autre axe de recherche, c'est essayer de mieux décortiquer l'hétérogénéité des profils de réponse et d'essayer d'attraper des marqueurs prédictifs de réponse positive. Là, j'ai mis une étude américaine qui a déjà quelques années, qui est rétrospective. C'est une seule figure qui identifiait sur la base psychométrique 4 clusters de patientes et de patients, en identifiant au moins 2 profils qui étaient plutôt des profils amotivationnels qui répondaient beaucoup mieux à la TMS. A contrario, les autres, qui étaient plutôt des profils anédoniques, ralentis, répondaient nettement moins. Donc ça, ce sont des choses qui nous intéressent énormément, à la fois sur le plan scientifique, mais aussi d'un point de vue clinique. Si l'on peut aller désigner les personnes qui vont avoir des chances de répondre, c'est toujours un petit peu le Graal en psychiatrie, mais on n'est pas encore très bon dans cela. Donc ça, c'est une partie du futur proche, et je vais vous parler en quelques mots d'un futur un petit peu plus lointain, mais qu'on espère amener rapidement en clinique. Donc on a une petite pièce de neurostimulation, mais on a quand même un important centre de recherche en neurosciences à Bordeaux. C'est une partie du neurocentre qui regroupe un petit peu plus de 700 personnes, dont 200 statutaires, et c'est dans cet environnement que l'on développe nos protocoles de recherche. Et c'est vraiment, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, un environnement très chouette dans lequel je vous invite à venir faire un petit tour. Donc en fait, je vous ai parlé de la dépression, des troubles anxieux, ça c'est du quotidien. Peut-être pour le TOC, mais les troubles anxieux tout venant, en fait, c'est pas si clair. Et c'était même pas clair du point de vue de la littérature. Donc, il y a quelques années de ça, j'ai encadré cette thèse de médecine de notre chef de clinique qui a pris toutes les études de la littérature regardant les symptômes anxieux, que ce soit dans les troubles anxieux, le PTSD et la dépression, en regardant quelle était l'efficacité de la neuromodulation. Donc, dans cette figure, vous voyez, à gauche, c'est bénéfique, à gauche de la ligne pointillée, c'est bénéfique, à droite, c'est plutôt délétère. Chaque étude est une patate et chaque barre est l'intervalle de confiance. On voit qu'en moyenne, c'est assez hétérogène. Donc la TMS est en haut. Globalement, il semble y avoir un effet positif, mais qui n'est pas énorme. Pour la TDCS, c'était très hétérogène. Et pour les quelques études de DBS dans la dépression, là aussi, l'efficacité n'était pas très claire. Donc, il y a beaucoup de raisons pour ça. Les protocoles sont de qualité très inégale, mais on se dit que peut-être aussi, c'est tout comme dans les biomarqueurs de prédiction à la réponse, c'est aussi parce qu'on balance des pulses larga manu à des moments complètement aléatoires d'une activité cérébrale qui est hautement changeante, dynamique, chez un individu qui est hautement changeant et dynamique.
Donc cette recherche, on l'a faite en fait pas complètement sans arrière-pensée. On l'a faite parce qu'il y a quelques années déjà maintenant de ça, dans l'équipe INSERM à laquelle j'appartiens, on a pu montrer dans un modèle murin qu'il y avait chez l'animal un biomarqueur d'anxiété qui était absolument extraordinaire et prédictif à 100% d'un comportement de peur, là, que je vais vous détailler ici. Donc, vous connaissez peut-être ce truc-là, on apprend à une souris à avoir peur d'un son en associant un son initialement complètement neutre à un choc électrique qui n'est pas douloureux mais qui est désagréable, tant et si bien que la souris, elle n'est pas bête, hein, elle comprend assez rapidement que quand il y a son, il va y avoir choc. Du coup, quand le lendemain on reprend le même animal, on le met dans un autre environnement et on lui rejoue le son, il va exprimer des comportements défensifs, typiquement l'immobilisation qu'on appelle le freezing. Et du coup, ceci faisant, on peut implanter des électrodes intracérébrales chez ces animaux et enregistrer l'activité dynamique, ce qui se passe dans le réseau ici préfrontal. Toujours cette région qui nous intéresse. Donc cette figure, elle peut faire peur, mais elle n'est pas si incroyable en fait. Hein. En bas, on a les basses fréquences, en haut, on a les fréquences autour du bas, haut alpha, bas bêta, entre 2 et 15 Hz. Et ce qu'on voit en fait à chaque fois, c'est que d'une activité cérébrale d'éveil θ normale dans le cortex préfrontal, lorsque l'animal a peur, ici les barres en noir, on voit émerger les couleurs chaudes, c'est beaucoup d'amplitude, une oscillation qui a un pattern complètement différent, qui est large, ample et beaucoup plus lente, autour de 3 à 4 Hz. Donc ça, c'est une corrélation, c'est pas une causalité, mais mes collègues ont eu évidemment cette pensée et aussi l'aptitude technique pour mettre en place une stimulation en boucle fermée, sans rentrer dans les détails où, par optogénétique, ils ont inhibé le cortex préfrontal. Donc l'animal est équipé d'un dispositif qui enregistre en permanence et qui détecte en temps réel l'émergence de cette oscillation. Et du coup, en réponse à cette détection, va aller stimuler à des moments très précis de cette dynamique cérébrale le cortex préfrontal pour réduire cette oscillation afin d'apporter un peu de causalité à tout ça. Et de manière en fait, surprenante, on n'espérait pas tant, le comportement de peur des souris a diminué de plus de moitié en réponse à cette stimulation en boucle fermée. Et donc, avec notre abord translationnel, ça nous a beaucoup intéressés. Ceci étant dit, ce n'est pas de l'anxiété, c'est de la peur, ce n'est pas des humains, c'est de la souris. Donc on n'en est pas resté là, et on a commencé un protocole de recherche clinique dont je vais vous dire quelques mots. L'idée étant d'essayer de trouver si ce truc-là, ça existe chez les personnes qui souffrent d'un trouble anxieux. L'idée n'est pas sorcière, la mise en œuvre l'est beaucoup plus, en termes logistiques en France, mais aussi avec le Covid qui est passé par là. Donc là, je vous présente quelque chose qui s'étale sur 4 ans, qui en fait a duré 9 mois. L'objectif était d'inclure des personnes qui souffraient d'un trouble d'anxiété sociale, donc typiquement d'un inconfort majeur dans des situations de performance sociale telles que celle à laquelle je suis en train de me livrer. Non sans anxiété, bien sûr, et non sans caféine. Donc c'est ce qui est décrit ici, et d'aller enregistrer leur activité cérébrale en situation d'anxiété provoquée. Donc c'est pas très sympa de faire ce type de recherche, il faut avoir de bonnes raisons scientifiques de le faire. En tant que scientifique, c'est un petit peu parfois embarrassant, mais vous allez voir les résultats, je pense que ça en valait le coup. Donc on a inclus 10 personnes, ici on voit leur échelle de Liebowitz, qui est l'échelle d'anxiété sociale, qui se distribue d'anxiété moyenne à extrêmement sévère, et donc ce sont ces 10 patientes et patients que l'on a inclus. Le protocole est le suivant. Le protocole, c'est de soumettre ces personnes à un oral, exactement comme je suis en train de le faire. Donc on équipe les gens de tous les dispositifs d'enregistrement nécessaires. Ici, c'est un collègue interne qui s'est prêté au jeu, bien sûr, ce n'est pas un patient. Il fait face à un jury, et il doit rester silencieux pendant 5 minutes. Vous voyez, un silence de quelques secondes, c'est assez long. Imaginez 5 minutes. Donc 5 minutes, c'est la phase d'anticipation, après laquelle cette personne doit parler du sujet de son choix pendant 5 autres minutes, face à un jury qui ne dit rien et qui n'exprime aucune émotion. Suite à ça, la personne, toute remuée qu'elle est accompagnée par moi-même dans une pièce de récupération pendant 1 heure pour être complètement détendue. Et c'est ça qui va nous servir de ligne de base. Parce qu'évidemment, là, quand on équipe les personnes et quand elles savent qu'elles vont passer devant le jury, elles ne sont pas cool du tout. Donc on enregistre avec ça l'électroencéphalogramme avec beaucoup d'électrodes en région frontale, l'électrocardiogramme pour le rythme cardiaque, mais aussi la conductance cutanée qui est un reflet de la sudation. Tout ça sont des marqueurs sympathiques de stress. Et pour avoir le vécu subjectif des personnes, on leur demande de noter leur niveau d'anxiété à ces 3 points sur une échelle analogique.
Donc j'en ai bientôt terminé, mais quand même, je veux vous montrer que ça valait le coup. Si on reprend le même type de figure, alors la représentation, encore une fois, peut paraître compliquée, mais elle est colorée, donc c'est pas mal. Si on regarde cette bande de fréquence entre 3 et 6 Hz que l'on a mis en pointillé ici, on a vu chez les personnes qui sont amenées à anticiper ou après à parler, l'enrichissement en couleur chaude, donc ça veut dire plus d'oscillations lentes, que dans la période de récupération ici. Ça, c'était vrai en préfrontal, ce n'était pas vrai au vertex. Et vous voyez ici les moyennes pour chacun et chacune des patients, donc avec une puissance, l'amplitude de ces oscillations qui est élevée à l'anticipation, qui va encore plus haut après la prise de parole et qui revient à des niveaux plus bas après l'intervention. Et on a fait une analyse spatiale de ce phénomène. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que si on projette l'amplitude de ces oscillations sur un crâne standard imaginaire, eh bien c'est dans le cortex préfrontal dorsolatéral ou dorsomédian, plutôt droit, que ces oscillations sont les plus importantes. Et ça, c'est vrai en situation d'anticipation et en situation de parole. Un mot en une seconde, hein. La situation de parole, elle est un peu problématique, c'est pour ça qu'on fait notre analyse principale là-dessus, parce qu'il y a une activité cognitive, bien sûr, qui vient, entre guillemets, contaminer notre analyse. Les gens pensent à ce qu'ils disent, pensent à d'autres choses, donc c'est vraiment ça qui nous intéresse en premier. Et chez toutes les personnes, il y avait une élévation de ces oscillations en situation d'anxiété, d'une magnitude qui n'a rien à voir avec la souris, mais quand même. Donc l'idée maintenant, c'est d'aller là, de passer de la souris à l'homme et de développer des protocoles de stimulation en boucle fermée ou de détection de ces biomarqueurs pour affiner notre stimulation dans un système hautement dynamique. Et c'est une des raisons pour laquelle on s'est doté d'un EEG à haute densité et d'un neurostimulateur à haute fréquence, parce que pour suivre ces oscillations, il faut stimuler assez vite et assez fort. Donc tout ça, c'est un travail qui a été financé par la Fondation de France. Donc à Bordeaux, en fait, on réfléchit depuis longtemps, mais on s'y met depuis pas si longtemps. Et c'est sur ce que je vous remercie de nouveau. Je remercie l'ensemble de l'équipe sans laquelle je ne serais pas là. Et bon, c'est un peu tard maintenant, mais il y a une petite sauterie à Bordeaux aussi, vendredi prochain, autour de la dépression résistante et de la dépression dans les urgences psychiatriques. Et je vous remercie de nouveau pour votre attention.